12 mai 2026, 31 degrés à Menottin et environ. Mesdames et messieurs, bonsoir. Au menu, un nouveau virus crée la panique au sein du système sanitaire français depuis quelques jours. Il s'agit de l'hantavirus récemment identifié sur un bateau de croisière ayant fait déjà plusieurs morts. L'essentiel à savoir sur les virus dans cette édition. Et dans quelques jours, le nouveau président de la République, Romuald Wardani, va prendre fonction. Au nombre des inquiétudes, selon certaines rumeurs, la pression fiscale auquel les acteurs du secteur informel pourraient faire face dans le processus de formalisation de leur entreprise. Suivez dans ce journal l'avis de professeur Albert Onloncourt sur la question. Et puis, célébration en différé de la fête du travail, l'association d'assainissement du secteur des produits pétroliers a sacrifié à la tradition dans le département du Plateau. Les précisions dans un instant. À nouveau, bonsoir. La France fait face à une nouvelle épidémie. Depuis quelques semaines, son nom, hantavirus. Le virus a été détecté sur un bateau de croisière. Afin de limiter les risques d'infection, plusieurs mesures ont été prises par les autorités françaises et l'Organisation mondiale de la santé. Je vous invite à suivre ce récit de Ingrid Day pour en savoir davantage. Nous avons appris là à l'instant. Une personne testée positive, une vingtaine de cas contacts identifiés. C'est la situation en France à la date du 12 mai 2026, une semaine après la détection d'un foyer de cette maladie sur un navire de croisière. Plusieurs mesures ont été prises par les autorités françaises. Il faut dire que l'hantavirus est principalement transmis à l'être humain par des rongeurs infectés et fait partie des agents pathogènes pouvant provoquer des détresses respiratoires et cardiaques ainsi que des fièvres hémorragiques. Il existe de nombreux types d'hantavirus qui se distinguent par leur répartition géographique et leur tableau clinique. Selon le site internet de l'Office fédéral de la santé publique suisse, OFSP, un seul type de virus extrêmement rare peut se transmettre d'un être humain à un autre. La contamination humaine se fait généralement par inhalation de poussière et aérosols contaminés par des excréta des animaux infectés, urine, déjection salive au cours d'activités en forêt ou dans des locaux proches de la forêt et longtemps inhabités, ainsi que lors d'activités dans des zones rurales où les champs et les fermes offrent un habitat favorable pour les rongeurs réservoirs, indique le site de l'Agence nationale de santé publique française. Lorsqu'ils affectent l'être humain, les hantavirus peuvent être responsables d'infections de gravité variable, parfois mortelles. Les premiers symptômes cliniques sont généralement ceux de la grippe, fièvre, maux de tête, douleurs musculaires. En l'absence de vaccins comme de médicaments spécifiques contre les hantavirus, les traitements proposés consistent uniquement à soulager les symptômes. La prévention de l'infection consiste essentiellement à limiter les contacts avec les rongeurs, leurs sécrétions et excrétions. Informé de la situation depuis le 2 mai, l'OMS a pris plusieurs mesures. Il s'agit particulièrement de l'expédition de 2500 kits de diagnostic depuis l'Argentine vers des laboratoires situés dans 5 pays afin de renforcer les capacités de dépistage. Lors d'une conférence de presse, Dr Tedros, directeur général de l'OMS, a déclaré que bien qu'il s'agisse d'un incident grave, l'OMS estime que le risque pour la santé publique est faible. Aux dernières nouvelles, l'évacuation du navire MV Hondius s'est achevée lundi dans la soirée, permettant à plus d'une centaine de passagers et membres d'équipage du bateau où a été détecté un foyer d'hantavirus de quitter le navire et d'être rapatriés par Avignon depuis les îles espagnoles des Canaries. Romuald Wardani, nouveau président de la République du Bénin, sera officiellement investi chef de l'État le 24 mai prochain. Sur le plan socio-économique, les populations en attendent beaucoup. Interrogé sur la capacité du président Wardani à traduire les performances macroéconomiques enregistrées par le Bénin ces 10 dernières années en dividendes pour les populations, Albert Onloncourt, professeur agrégé des sciences économiques, affiche une posture très optimiste. Reçu par Ulrich Gaba sur l'émission Le Grand Format, il estime que les balises sont déjà posées. Nous allons suivre un extrait de ses propos.
les fondations sont construites, je veux dire les bases macroéconomiques. On peut même dire que la maison est déjà construite. A déjà sa fondation. Avec, la maison même est construite avec ces 6 appartements. Parce que il ne faut pas oublier que nous sommes passés de 1,8% de taux de croissance à pratiquement 8% en 2025 et que notre budget a triplé. Sur 10 ans, c'est beaucoup de choses. Le premier pilier, c'est la territorialisation du développement, parce que le gouvernement actuel a dit qu'ils vont créer 6 pôles de développement. Ça, c'est les anciens départements que nous connaissons bien. Cela va faire que le développement va être proche des populations. Et comme ce sont ces populations qui sont à la fois les demandeurs et puis les contrôleurs ou ceux qui vont suivre, c'est sûr que ça va mieux se passer. Au lieu que le développement soit piloté depuis Cotonou. Ce sera maintenant décentralisé. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est l'inclusion financière massive. C'est-à-dire que le gouvernement qui vient veut mettre en place une plateforme qui va permettre aux populations, en tout cas aux investisseurs ou aux toutes petites entreprises ou bien aux femmes du marché, d'avoir accès au crédit de 50 000 à 50 millions en 48 heures. En un temps record. Oui, ce qui veut dire que on aura en quelque sorte la démocratisation de l'accès au capital. Et ça, c'est extrêmement un point important. Le troisième point, c'est que c'est ce qu'on peut appeler la protection sociale de façon globale, qui est très bien structurée, parce que quand vous subissez des chocs, il y a peut-être une inondation ou une sécheresse et que vos récoltes ne marchent pas bien, si vous avez peut-être une maladie et que ça ne se passe pas bien, ou bien vous avez un emploi et vous tombez en chômage, c'est que vous tombez automatiquement dans la précarité. Donc le gouvernement veut mettre en place des mécanismes d'assurance sociale obligatoire, il veut mettre d'assurance maladie obligatoire, il veut mettre aussi d'assurance pour les petits exploitants. Et puis il y a déjà les filets de sécurité qui va essayer de renforcer avec ce qu'on a au ministère des Affaires sociales, Bessoké. Je crois que tous ces mécanismes-là vont faire que ceux qui se sentent exclus jusque-là soient inclus. En ce qui concerne les rumeurs sur la pression fiscale qui risque de peser sur les acteurs du secteur informel dans le processus de formalisation de leurs entreprises, professeur Albert Onokou précise que la formule qui sera utilisée est celle des accompagnements à travers les filets sociaux, une stratégie pour amener les acteurs à se faire identifier sans pression fiscale et gagner en retour le soutien de l'État pour mieux exercer leurs activités en toute légalité et dans le respect des textes. On va l'écouter. L'informel pose 2 problèmes, ou c'est pas un problème, solution. Parce que dans un premier temps, les gens qui sont dans l'informel et qui font de petites activités, qui les nourrissent et qui font qu'ils ne tombent pas dans la pauvreté excessive, le gouvernement est beaucoup tolérant par rapport à ça et ne cherche pas nécessairement à les fiscaliser. Mais il y a un secteur informel qu'on peut appeler le gros secteur informel, qui est en concurrence avec le secteur formel. Alors que, comme ils ne sont pas identifiés, l'impôt pèse beaucoup plus sur le secteur formel, où les gens disent la pression fiscale au Bénin est levée, alors que quand on voit les statistiques officielles, c'est très faible, parce que ça pèse sur le secteur identifié. Maintenant, ce qu'il faut faire au niveau du secteur informel, c'est d'utiliser ce qu'on peut appeler la carotte au lieu d'utiliser le bâton fiscal. Par exemple, si on dit aux gens, si vous êtes identifié, vous avez un numéro personnel d'identification, vous avez telle pièce, c'est à partir de là que vous avez accès au service du gouvernement. Par exemple, les filets de sécurité dont j'ai parlé tout à l'heure, par exemple, le crédit à la FIA, ou bien l'assurance santé obligatoire, tout ça, c'est une sorte de carotte. Donc si vous voulez, il faut d'abord sortir progressivement de l'informel pour avoir bénéficié, sans augmenter nécessairement la pression fiscale à ceux qui ne sont pas. Ça veut dire que non seulement on n'utilise pas le bâton fiscal, mais on crée des incitations pour ceux qui sont prêts
assortis du secteur. À se formaliser. Oui, à se marginaliser. Dans la suite de cette édition, les défis énergétiques du pays et leur impact sur les transformations industrielles et économiques au cœur d'une masterclass itinérante dans la commune d'Abomey-Calavi sur initiative de la plateforme citoyenne des compétences pour un Bénin prospère. Experts et acteurs du secteur se sont penchés sur la question de la souveraineté énergétique. Teddy Goudalo pour nous en dire plus. Une évolution croissante de cette demande. Oswald Aklassato, docteur en énergie, environnement et climat, expose ici des pistes de solutions susceptibles d'accélérer le développement industriel et économique du Bénin. Ce que nous voyons venir, c'est que lorsqu'on met le curseur sur les priorités nationales dévoilées dans ce programme de société-là, pour que l'industrialisation projetée ne tombe pas en panne en chemin, il est important que la question de l'énergie en lien avec cette industrialisation et les autres secteurs soit réglée ou soit tout au moins anticipée. Une communication qui s'inscrit dans le cadre de la masterclass itinérante initiée par la plateforme citoyenne des compétences pour un Bénin prospère. Pour ce premier acte, experts, acteurs du secteur énergétique et participants se retrouvent autour d'un thème au cœur des enjeux de développement, souveraineté énergétique, levier d'accélération des transformations industrielles et économiques. En réalité, l'énergie en elle-même est un output stratégique, indispensable. Il est très important que le nouveau président de la République connaisse ce qui s'est mal passé au regard des propositions qui sont faites et qui s'engage résolument et de manière durable à ce que, à la fin des 7 prochaines années, on ne répète pas la même chose. Des solutions ont été proposées. Ce qui a été proposé sera certainement analysé par le gouvernement. Au cours des échanges, plusieurs experts se sont accordés sur les défis à relever en matière d'accès à l'énergie, de production locale et d'autonomie énergétique du pays. Quelque chose qu'il faut reconnaître au gouvernement du président Patrice Talon et de toute son équipe. Ils ont travaillé à installer les bases solides, les fondamentaux dont on a besoin aujourd'hui pour aller plus loin. Et là, plus jamais, on ne reviendra plus à zéro mégawatt pour pouvoir aller soutenir les ambitions qui viennent. À travers cette initiative, la plateforme citoyenne des compétences pour un Bénin prospère entend instaurer un cadre permanent de réflexion autour des grandes questions de développement. Cette masterclass itinérante se veut ainsi un espace d'échange, de partage d'idées et de propositions concrètes pour l'avenir du Bénin. Innovation et durabilité dans les constructions modernes, c'est le thème d'une série de sessions de formation lancée la semaine écoulée à Parakou par un groupe d'entreprises. L'initiative qui a sa 5e édition cible différents corps de métiers du secteur de l'artisanat. Le point de la cérémonie de lancement avec Hugues Vingbe. La ville de Parakou a accueilli ce lundi 4 mai 2026 le lancement officiel de la 5e édition des ateliers BTP, devenu un véritable carrefour interprofessionnel du secteur de la construction. Cette édition se déroule sur le thème « Innovation et durabilité dans les constructions modernes ». Les ateliers BTP, on l'a commencé depuis 2022 et l'objectif, c'est pour participer à l'amélioration des compétences professionnelles afin que les artisans que vous êtes soyez toujours performants. Cet événement a rassemblé plusieurs artisans de divers corps de métier, encadrés par des formateurs bien aguerris, qui les ont entretenus sur des modules techniques et ciblés. Cette initiative leur a permis également de découvrir des matériaux et équipements de travail innovants sur les différents stands et de bénéficier de dons d'outillage. Cette 5e édition a bénéficié du soutien actif de plusieurs partenaires, dont Inkco, Sassiplast et GKS by Sonimex, sponsor officiel. Je suis très heureux de ces 4 jours que nous avions passés ensemble. Ingeko est toujours là pour les outillages, pour vous accompagner, pour faire un travail bien professionnel. Les artisans ressortent de cet atelier de formation avec une meilleure maîtrise technique et une capacité accrue à gérer leurs activités. Il s'agissait d'un recyclage et c'était une occasion pour que
chefs maçons, chefs d'établissement, puissent revoir leurs méthodes et manières de fonctionner. Nous avons formé les artisans en électricité sur le thème installation électrique industrielle et tertiaire, normes, sécurité et solutions innovantes. Au cours de cette formation, nous avons développé 6 modules. Je crois que le savoir de donner et de recevoir a été bien reçu. On ne peut que remercier les promoteurs et tous les organisateurs de ce atelier. Après cette étape de Parakou, les ateliers BTP se poursuivront à Savalou du 18 au 21 mai et du 10 au 13 juin 2026 à Semekpodji. Je l'annonçais en début d'édition à Ifonyi, dans le département du Plateau. Les membres de l'association d'assainissement du secteur des produits pétroliers ont célébré en différé la fête du travail. Au-delà de la réjouissance, c'était l'occasion pour eux de réfléchir sur le processus de professionnalisation en cours dans le secteur. Voici le reportage. C'est dans une ambiance conviviale que les membres de l'association des acteurs d'assainissement du secteur des produits pétroliers 3A SPP, en collaboration avec l'association Alemavouapo, ont célébré en différé la fête du travail. Je vais toujours demander aux acteurs d'être toujours en harmonie, de rester toujours en prière parce que c'est un secteur vraiment dangereux et il est normal que tous les jours que Dieu fait, nous prions pour nos autorités qui, par l'amour fraternel, nous laissent exercer cette activité. Donc je demande à tous les acteurs de prier pour ces autorités, de prier également pour le nouveau président, pour que les 7 prochaines années, nous soyons en harmonie, nous soyons de frères, comme des frères et sœurs avec lui. Au-delà des réjouissances, cette célébration a également servi de cadre de réflexion sur les défis liés à la professionnalisation du secteur informel des produits pétroliers. Selon les acteurs, l'implication de l'État dans ce processus laisse espérer des jours meilleurs. Notre secteur, effectivement, c'est un secteur à risque. Mais nous nous mobilisons parce que nous n'avons pas d'autres activités qui pourraient quand même nous sortir un peu pour pouvoir pousser nos enfants. Nous sommes très ravis que l'État actuellement est en train de trouver une solution par rapport à ce commerce-là. Donc moi, mon souhait pour l'avenir, c'est que le commerce soit véritablement réglementé. Entre échanges et moments de fraternité, les acteurs du secteur réaffirment leur engagement en faveur d'une meilleure organisation du métier. Elles sont accueillies en héroïnes après leur qualification historique pour la Coupe du Monde U20 Pologne 2026. À la place de l'Amazone, tout un peuple est venu célébrer l'exploit remarquable des Amazones juniors. Le point dans ce reportage de Lucrèce Okwidio, présenté par Brice Menaï sur les images de Simon Rolon. Au lendemain d'une qualification historique pour la Coupe du Monde U20 Pologne 2026, les Amazones juniors sont accueillis en héroïnes à leur retour au pays. Après une caravane festive de Ilakondji jusqu'à Cotonou, c'est ici à la place de l'Amazone que les filles d'Ozero Abdoulaye vont boucler leur traversée. Un sacré bain de foule avec un public enthousiaste les attendait, drapeau en main, pour leur témoigner fierté et reconnaissance de tout un peuple. Vraiment, c'est très, très magnifique. Il faut toujours les soutenir et ne pas les écarter parce qu'elles sont tout pour le Bénin. Et c'est au vu de ça qu'elles se présentent. Elles se sont qualifiées pour aller à Pologne. Oh, j'ai ressenti beaucoup de choses. J'ai ressenti une forte émotion parce que ça fait plusieurs années que ce n'est pas arrivé. Depuis 2018, on a pris au sérieux le foot féminin. On travaille sérieusement avec des championnats réguliers, mais on n'est jamais couronné par une qualification ou à une Coupe d'Afrique des Nations ou à une Coupe du Monde. C'est arrivé et dites-vous que le Bénin fait partie des 4 nations africaines qualifiées pour une Coupe du Monde. 4, c'est énorme.
Fierté et ambition. Ces deux mots résument parfaitement l'état d'esprit de ces Amazones au retour de Lomé. Mais les regards sont désormais tournés vers le prochain défi. C'est vraiment une fierté d'avoir pu représenter le Bénin pendant ce match-là et on va pouvoir le représenter une fois de plus à un plus haut niveau. Ça a été difficile au début, mais mes coéquipiers et les entraîneurs, tout le staff m'ont aidé pendant toutes les 2 dernières semaines à m'intégrer auprès du groupe. Donc, en vue du match d'hier, ça n'a qu'été facile. C'est parti d'un rêve et on a eu l'adhésion déjà de nos autorités. Et aussi des filles parce que c'est elles qui jouent au foot, c'est elles qui ont réussi ceci. Maintenant, on a vraiment été accompagnés. Pour tout vous dire, nous sommes dans une nouvelle ère. Vous le savez très bien, que ce soit au niveau fédéral ou au niveau étatique. Je pense qu'avec tous les efforts consentis par nos responsables, il fallait quand même leur dire merci de la plus belle des manières. D'accord ? Et je pense qu'on l'a bien fait. Maintenant, il faut continuer le travail. C'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour le football féminin béninois. Le début d'un rêve qui attend ces jeunes joueuses qui ont tracé leur chemin vers la scène mondiale du football. Et voilà qui met fin à cette édition politique nationale. La FCBE quitte l'opposition pour la mouvance. À quelle fin? C'est le thème qui va nourrir le débat entre Wahab Alikpara et ses invités tout à l'heure à 20h sur l'Info Continue. Prenez donc le rendez-vous. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.